Le petit déjeuner politique. 7h43, le petit déjeuner politique, c'est avec Olivier Faure ce matin, qui est premier secrétaire du PS et député de Seine-et-Marne. Bonjour Olivier Faure. Bonjour. Les hôpitaux publics en crise aujourd'hui. Est-ce que vous serez aux côtés des manifestants dans la rue ? Oui, je serai cet après-midi avec les manifestants, avec les hospitaliers. Et je veux dire avec eux, non à cette situation incroyable, à ce gouvernement qui continue à laisser dépérir l'hôpital, non à une situation où ce matin même, vous avez des médecins, des pédiatres qui disent qu'à l'hôpital, on ne peut plus soigner correctement les enfants, non à une situation où on a aujourd'hui des médecins hospitaliers qui nous disent qu'ils ont quelques secondes pour pouvoir faire un diagnostic tellement les queues sont longues aux urgences. Non, effectivement, cette situation ne peut plus durer. Oui, alors la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, promet des mesures la semaine prochaine. Vous avez fait des propositions, oui, parmi lesquelles la reprise de la dette, c'est ça, les 30 milliards ? Oui, notamment, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les hôpitaux ne peuvent plus investir, ils sont exsangues. On a une situation qui est en réalité une situation impossible. On est tout proche du burn-out général, avec des hospitaliers qui nous disent que, y compris, ils ne peuvent plus exercer dans de bonnes conditions. J'étais l'autre jour à la Riboisière, j'ai fait le tour. En réalité, depuis un an, un certain nombre de services d'urgence dans notre pays, et partout, c'est le même constat. Des gens qui font le plus beau métier du monde, qui est celui tout simplement de soigner, de sauver la vie. Et tous qui disent la même chose, qui disent on n'est plus heureux de ce que l'on fait, des infirmiers qui disent on va s'arrêter. Mais qu'est-ce qui est en dehors ? Bon, est-ce que ça suffira ? Déjà, si on reprenait la dette, pour l'instant, Bercy refuse. Est-ce qu'il y a d'autres pistes ? Bien sûr, il faut. Enfin, là, il y a un moment où il faut faire des choix. Je prends l'exemple de la loi de finances rectificative. Nous sommes en ce moment dans ce débat-là, à l'Assemblée. On a là la possibilité de corriger le tir. On a dans la loi de finances de la sécurité sociale la possibilité, là aussi, d'augmenter l'ONDAM, qui est l'objectif national de dépenses d'assurance maladie chaque année, et on pourrait très bien le fixer à un autre niveau. On pourrait reculer le moment où on finit d'apurer la dette sociale de la sécurité sociale, et donc là retrouver des marges de manœuvre qui permettent à l'hôpital de respirer et de retrouver en fait l'oxygène qui lui manque cruellement aujourd'hui. Qu'est-ce que fait le gouvernement ? Quand on vous entend, on a l'impression qu'il y a des possibilités. Il a une vision qui est en réalité purement comptable. Et même, c'est pire que ça, il a une vision qui est comptable et qui est très étriquée. Imaginez que la Sécu devait être à l'équilibre cette année et qu'elle devait même apurer sa propre dette d'ici 3 ans. Qu'ont-ils fait ? Ils ont pris des mesures après les Gilets jaunes. Eh bien, ils les font payer à qui ? Aujourd'hui, ils les font payer à l'hôpital. Ils les font payer à la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'ils ne compensent pas les cotisations qui ne sont plus versées. Ils ne les compensent pas à la sécurité sociale. Donc, on va se retrouver avec un déficit qui va être un déficit artificiel, volontaire, choisi par le gouvernement. Ce sont effectivement des choix politiques. Oui, vous lancez une sorte d'ultimatum. Là, vous pourriez rejoindre d'autres mouvements politiques pour faire bloc face au gouvernement ou pas ? Mais bien sûr, je serai avec tout cet après-midi. Oui, cet après-midi, il y a les manifestants. Avec tous ceux qui ont envie de manifester leur désarroi, leur désappointement et leur volonté d'avancer. Parce que l'hôpital, c'est l'accès aux soins, c'est la possibilité d'être... on a tous besoin, on risque tous un jour d'y passer. Et on a tous besoin d'avoir un service de santé qui fonctionne, un service public qui soit... Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a une sous-appréciation, une incompréhension de ce gouvernement qui ne saisit pas l'état dans lequel... ça dit, ils héritent aussi des situations précédentes. Il ne faut pas non plus... Sans aucun doute, tout n'est pas né aujourd'hui. Oui, les 35 heures sont passées par là aussi. Ça fait 2 ans et demi que ce gouvernement est en place. Ça fait 2 ans et demi qu'il a la possibilité d'avancer. Il fait des choix, et les choix qu'il fait ne sont pas en direction des services publics. Jamais. C'est même l'inverse. Oui. Une autre colère qui monte, c'est celle des étudiants contre la précarité. Est-ce que vous appelez les étudiants à continuer à se mobiliser, à manifester, malgré des violences ? La première chose, c'est que effectivement, il y a eu cet événement dramatique avec ce jeune Anas qui a commis ce geste qui le place aujourd'hui entre la vie et la mort. Et tout ça parce qu'il était un étudiant précaire. Et donc, ça permet, il a finalement lancé l'alerte, de rappeler qu'aujourd'hui, vous avez dans notre pays, 7e puissance mondiale, vous avez 20% des jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, oui. Et donc, il y a là quelque chose qui devrait nous faire réfléchir. Au même moment, toujours la loi de finances rectificative, vous avez le gouvernement qui annule 300 millions de crédits pour l'enseignement supérieur. Vous vous dites, mais a-t-il le sens encore
du réel. Est-ce que ces 300 millions qu'il annule ne devraient pas être immédiatement placés pour lutter précisément contre la précarité des jeunes? Pourtant, il y a eu quand même des décisions qui avaient été prises. La fin de la cotisation annuelle de la Sécu pour les étudiants, ça revient moins cher. Il y a un plan de logement également pour les étudiants qui a été lancé. Et il y a surtout la suppression des APL pour une part d'entre eux, et il y a la diminution des APL pour une part d'entre eux. Il y a le fait qu'aujourd'hui, vous avez 17 départements socialistes qui ont demandé au gouvernement s'il pouvait expérimenter ce qu'on appelle le revenu de base, qui permettrait d'offrir la possibilité aux étudiants et aux jeunes de manière générale qui n'ont pas encore trouvé une situation professionnelle d'avoir un minimum pour survivre. Et cette expérimentation leur a été refusée par le gouvernement. Voilà en fait la réalité de ce gouvernement là aussi qui ne se rend pas compte que, alors on parle des jeunes, mais plus largement, c'est la pauvreté en France qui à nouveau s'accroît. Oui. Donc on a bien... comprenez que depuis 2 ans et demi, on a une politique qui est malheureusement, qui ne produit pas ses fruits. On nous a expliqué cette belle fable qu'on allait donner beaucoup aux riches et que ça allait ruisseler. Et malheureusement, 2 ans et demi après, rien ne ruisselle. En fait, si on devait filer cette métaphore, en fait, l'eau, elle est restée au plus haut niveau. Elle est restée bloquée, elle-même est restée gelée sur les sommets. Rien n'est descendu. Et donc, c'est tout le problème, c'est qu'à un moment donné, quand ça ne marche pas, il faut se poser des questions et il faut changer de cap. Est-ce que vous soutenez aussi le mouvement des Gilets jaunes, 1 an ce week-end, avec une manifestation, et visiblement, selon un sondage ce matin, IFOP Fiducial pour Sud Radio et CNews, 52% des Français soutiennent encore ce mouvement. Vous les soutenez ou pas, les Gilets jaunes? Les Gilets jaunes ont toujours souhaité garder une indépendance totale par rapport au parti, et je ne partage pas l'ensemble de leurs revendications, mais je prends un exemple. J'étais, vendredi dernier, j'ai rencontré les Gilets jaunes du rond-point de Melun, qui sont en bas de ma circonscription et qui sont là depuis 1 an. Première chose, c'est que j'ai été frappé, effectivement, par la dimension fédérative. C'est-à-dire que non seulement il y a des gens qui sont toujours au rond-point, mais quand ils sont au rond-point, je suis resté 1h30 avec eux. Pendant cette heure et demie, ça a été un concert de klaxons de gens qui saluaient leur présence et qui continuaient à exprimer à travers eux une colère qui ne s'est pas éteinte. Et donc, que disent-ils? Ils disent au fond qu'ils n'ont pas été entendus. Et c'est vrai qu'on a eu un grand débat qui s'est traduit par un grand monologue. À la fin de ce grand monologue, il y a eu des décisions, mais qui ne touchent pas les gens qui, justement, manifestaient. On a des décisions, y compris sur les baisses d'impôts, mais... il faut se rendre compte que dans ce pays, il y a quand même une moitié des Français qui ne peuvent même pas payer d'impôts parce qu'ils sont trop pauvres pour en payer. Et c'était eux qui manifestaient d'abord. Oui. Et donc, pourquoi ne sont-ils pas entendus? Alors, Olivier Faure, est-ce que vous croyez comme certains, à une convergence des colères? Je ne sais pas, je suis pas diagnostiqueur. Et non, mais vous êtes politique. Je ne sais pas ce qui se voyez passera. des choses. C'est pas moi qui décide pour les gens s'ils sont prêts à fusionner leur colère ou à fusionner leur lutte. Mais ce que je vois, c'est qu'on est dans un moment de cristallisation des colères et que c'est une situation qui est effectivement assez préoccupante, parce qu'on voit bien que 2 ans et demi après, en fait, là où ce président était censé apaiser, ramener de la sérénité, donner une vision de l'avenir, c'est tout l'inverse qui se passe. On a en fait un pays qui est en tension comme jamais. Alors, en fait, tout le monde manifeste dans tous les endroits. En fait, il n'y a pas une journée où vous n'avez pas quelqu'un qui manifeste son désaccord, parce que ce président crée de la tension aujourd'hui. Oui, le point d'orgue, ce sera le 5 décembre. Vous serez dans la rue le 5 décembre lors de l'appel à manifester d'une partie des syndicats? Le 5 décembre, il y a une manifestation sur les retraites. Et je pense qu'il faut absolument que tout le monde comprenne ce qui se passe là aussi. On a un gouvernement qui ne joue pas carte sur table. Il ne joue pas carte sur table, non, mais... Il y a des négociations qui sont plus ou moins en cours, quand même. On a dit, c'est pas tranché. Mais moi, je veux bien négocier avec tout le monde. Mais quand vous négociez, vous dites, voilà mon projet, sur la base de ce projet, on négocie. Là, il nous dit, bon, vous pouvez discuter autant que vous voulez, vous avez une feuille blanche, là, vous mettez ce que vous voulez sur la feuille. Et puis, après les municipales, je vous dirai ce que je fais réellement. Mais c'est ce que... Delevoye, qu'est-ce qu'il dit cette semaine ou la semaine dernière? En fait, il dit ce que Macron ne veut pas dire aujourd'hui. Il dit, au fond, cette réforme, elle va s'appliquer brutalement au lendemain des élections municipales. Macron le reprend sévèrement. Pourquoi? Parce que il lui dit, c'est non pas sur le fond qu'il le reprend, mais il lui dit, attention, il y a une manifestation le 5 décembre. Alors, pour l'instant, on montre pas de blanche. On essaye de faire en sorte que ça se calme et qu'il y ait le moins de monde possible à manifester.
Comme ça, on a les mains libres. Bon, et donc, mais vous y serez le 5 décembre effectivement, le 5 décembre, il faut que tout le monde comprenne que la mobilisation, ça sert à ce que ce président ne se sente pas les mains libres. Oui. Et quand je vois aujourd'hui que les experts indépendants, Oui. nous disent que c'est une réforme de ce qu'on en sait aujourd'hui, Oui. des exemples qui sont donnés par le gouvernement, qui sont des exemples, qui sont des fakes en l'occurrence, Ouais. et bien que tous les Français qui sont testés seraient perdants. Là, il y a un problème. Bon, vous hésitez, vous ne serez pas dans la rue. Non, vous serez dans la rue. Sur le 5 décembre, je ne peux pas vous dire à ce jour si je serai ou pas dans la rue, parce que c'est une décision qui n'est pas seulement la mienne. Vous n'accompagnez pas qui sera une décision collective. C'est C'est une décision collective. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que nous soutenons le mouvement, que nous comprenons parfaitement les revendications qui sont portées aujourd'hui, et qu'il y a une colère sociale qui s'exprime là aussi, parce qu'on ne peut pas dire aux gens, sur le chômage, on vous supprime, sur votre pouvoir de vivre, on vous supprime, et maintenant sur vos retraites, on vous supprime aussi. Parce qu'il y a un moment où, effectivement, ça n'est plus possible. Bon, donc le 5 décembre, vous hésitez. Est-ce que... Non, je n'hésite pas. Non, je dis... vous hésitez à descendre dans la rue. Non, je vous dis que je soutiens... Non, je vous dis que je soutiens ce mouvement parce que je suis un chef de... Pourquoi vous n'allez pas manifester? Parce que laissez-moi finir. Je suis un chef de parti et je suis même... je ne peux pas m'engager seul pour une décision qui doit être prise la semaine... patron. Oui, mais alors, justement, la différence entre le patron Macron et le patron Olivier Faure, c'est qu'il y a un patron qui se prend pour Jupiter. Moi, je me prends pour celui qui est justement celui qui anime un collectif. Collectif, ce mot, pour moi, il a un sens. Ça veut dire que je vous ai dit ce que j'en pensais. Moi, je pense qu'il faut soutenir et qu'il faut s'engager et qu'il faut être dans la contestation de ce projet qui, aujourd'hui, n'est pas un projet clair et n'est pas un projet juste, mais... Pour la décision de manifester en tant que telle, je vous renvoie à une décision qui sera prise dans les prochains jours. Rapidement, en quelques secondes, Olivier Faure, est-ce que vous allez organiser une manifestation contre le racisme puisque vous n'avez pas participé à la marche dimanche dernier? Là aussi, je le souhaite. Alors, pas seul, avec d'autres. Je souhaite co-organiser avec toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, veulent à la fois manifester une solidarité avec nos concitoyens de confession musulmane, et ce sera en même temps à moi. En même temps, je veux que ce soit républicain, parfaitement républicain. La raison pour laquelle je n'étais pas dimanche dernier dans la rue avec celles et ceux qui manifestaient, c'est parce que ils manifestaient à la fois par solidarité et en même temps ils manifestaient contre ce qu'ils ont appelé des lois liberticides, des lois laïques. Il y a une date. Non, il n'y a pas de date. Non, il n'y a pas de date. Non, il n'y a pas de date. Il n'y a jamais eu de date. Vous réfléchissez à une date, quoi, en tout cas. On réfléchit à des initiatives qui permettent de dire notre solidarité et en même temps notre parfaite intégration dans le cadre républicain et laïque. Je suis un républicain et un laïque. Sur ADP, vous avez relancé une conférence de presse parce que vous n'atteignez pas pour l'instant les 4,7 millions de signatures. C'est foutu pour qu'il y ait un référendum sur la privatisation. Mais moi, de Paris. J'aimerais bien que le président de la République soit conforme à ce qu'il dit. Et je l'ai entendu. Il a dit très clairement que pour lui, à partir du million de signatures, il considérait qu'il fallait déclencher un référendum. Alors, nous sommes tout près de ce million. Nous pouvons le passer dans les prochaines semaines. Ça suppose que tous les Français se mobilisent et qu'ils fassent effectivement l'effort, parce que c'est un effort d'aller s'inscrire sur ce site qui est tout sauf ergonomique. Le gouvernement a tout fait pour que ce soit impossible. Eh bien, il faut maintenant tout faire pour rendre ce référendum obligatoire et faire en sorte que demain, nous puissions nous-mêmes choisir l'avenir que nous voulons pour ce service public. Olivier Faure, le mot de la fin avec Cécile Leménibus. Oui, l'ancien ministre socialiste Pierre Joxe est soupçonné pour la seconde fois d'agression sexuelle, violence sexiste et sexuelle. Est-ce que c'est un enjeu que vous prendrez en compte avant d'investir des personnalités au municipal ? Parfaitement. Il y a aujourd'hui plusieurs situations en France où nous avons gelé les investitures parce que nous considérons que nous n'avons pas tous les éléments permettant en fait d'investir les candidats, et parfois c'est très compliqué parce que nous avons y compris des sujets qui relèvent de la vie privée et qui ne devraient même pas être à notre connaissance, mais parce que nous en avons connaissance, nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte. Et donc, dans notre jugement, dans notre appréciation, il y a effectivement la volonté d'être conforme aux principes que nous défendons. Et donc, ça aussi, ça nous distingue. Merci Olivier Faure, le patron du PS, était l'invité ce matin de Sud Radio. On continue jusqu'à 10h, il est 7h58. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.